si on n'attaque pas simultanément la question de la transition écologique et la lutte contre les inégalités, c'est-à-dire le combat pour la justice sociale, en même temps, on aboutit à ce qu'on a vu sur la taxe carbone et les gilets jaunes. Pardon, le dérèglement climatique, il est beaucoup plus violent pour les plus pauvres, dont ils sont le moins responsables. Donc ça aggrave toutes les inégalités et aussi les inégalités femmes-hommes. Donc si on mène pas ce combat simultanément, en fait, on le perd. Les ONG se sont exprimées. Je pense que c'est sans doute un des G7 où le travail avec la société civile est le plus faible et le plus insatisfaisant. Et c'est dommage, puisque le président de la République s'était engagé sur les inégalités, sur le climat, qui sont des sujets absolument vitaux, dans lesquels l'engagement de la société civile est central. Donc on va attendre. Normalement, il sera là en fin d'après-midi. On verra. On a beaucoup parlé de la signature vendredi de l'accord du Mercosur, négocié depuis 20 ans avec l'Union européenne. Les écologistes sont furieux. La salve de Nicolas Hulot hier était sans appel. Mais alors quoi? Dans votre monde idéal, on ne signe plus aucun accord de libre-échange. Il faudrait se retirer de tous les accords de libre-échange pour contrer l'impératif, l'urgence climatique? Alors, la question, c'est pas dans mon monde idéal. La question, c'est est-ce qu'on fait face à la réalité? Et la réalité, c'est que le dérèglement climatique va plus vite encore que ce qu'on annonçait il y a 20 ans. Donc, en fait, c'est pas un monde idéal. Un monde idéal, c'est un monde où on arrive à vivre. Un monde où l'humanité n'est pas confrontée à une hausse des océans de 2 mètres d'ici 2100, ce que les dernières études ont considéré comme une hypothèse plausible. C'est ça la réalité. Et donc, est-ce que cet accord de libre-échange permet de faire face au dérèglement climatique? La réponse est évidemment non. Elle est évidemment non structurellement. C'est quoi le sens en 2019, quand on connaît les conséquences de l'exportation de viande animale, de faire manger en Europe de la viande qui vient du Paraguay ou du Brésil, avec toute la déforestation que ça implique, avec l'usage des produits chimiques, et de Oui, ne sauf pas que manger la viande sauf que, européenne? pardon, c'est pas tout à fait vrai ce que vous dites, puisqu'il y a des garanties dans cet accord. Les produits qui ne respectent pas les normes phytosanitaires ne pourront pas être exportés en Europe. Par exemple, puisque vous en parlez, les viandes aux hormones n'atterriront pas dans nos assiettes. Mais C'est écrit dans l'accord, c'est les règles de l'OMC. Hier, Pascal Lamy le détaillait. Est-ce que c'est faux ce que je alors, vous il dis? y a 2 choses qui sont fausses. Oui, parce que les hormones, c'est un débat historique qui a nécessité d'ailleurs une mobilisation très grande. En revanche, des bœufs nourris avec du soja, recouvert de pesticides, et cause de la déforestation, oui, c'est comme ça qu'il est produit aujourd'hui dans des fermes, c'est même le mot de ferme est plus, adapté, dans des espèces d'usines à viande qui se trouvent dans les pays du Sud Respecte-t-elle au les normes détriment, juste. Est-ce que ça respecte les normes phytosanitaires de l'Union européenne, cette manière d'élever les bœufs? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, les pesticides et les produits chimiques qui sont autorisés dans l'agriculture brésilienne ne respectent pas les normes européennes. Eh bien donc, ils ne seront pas Eh importés. bien, on verra, parce que le sujet, c'est quelle traçabilité. Mais surtout, la question, c'est celle du modèle. Moi, mon sujet, c'est pas de savoir si on mange du bœuf qui est exactement les mêmes normes, c'est pourquoi on lui fait traverser l'Atlantique. C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt quand on sait les conséquences du dérèglement climatique? C'est quoi l'intérêt de vouloir exporter à toute force du champagne alors qu'on produit du vin pétillant au Brésil? En fait, cette question de l'augmentation des échanges, on sait que, notamment du fait de la consommation des énergies fossiles, c'est la cause principale du dérèglement climatique. Mais pas seulement. C'est aussi l'effondrement de l'agriculture vivrière, c'est aussi la mise en danger des services publics dans les pays du Sud. C'est ça la réalité. Et L'intérêt de signer des accords de libre-échange, quand on écoute Pascal Lamy une fois de plus, c'est de dire que c'est une question de puissance. ah De oui, puissance, alors vous l'avez entendu hier, oui, il dit que c'est notre seule manière, au fond, à l'Union européenne de peser face aux géants chinois et américains. Que la puissance de l'Union européenne, c'est ni sa défense, ni son dynamisme économique, mais que c'est sa puissance commerciale. Et que d'une certaine manière, si on signe pas d'accord avec les pays du Mercosur ou avec le Canada, eh bien on prend le risque d'être marginalisé face aux Américains et face aux Chinois. Est-ce que vous entendez cet argument qui est un ah argument oui. traditionnel de Donc réel-politique? on sera puissant, mais à 45 degrés, et on sera puissant à moitié sous l'eau et sous les tornades. Mais bon, je comprends pas ça. Donc on prend Mais le il y a risque de quelque la chose. faiblesse. Mais vous savez, je crois que ce qui était très, je l'ai bien écouté, Pascal Oui. Lamy, et en fait, il vit sur un ancien logiciel. C'est-à-dire qu'il n'a pas intégré cette question de la nécessité du changement du modèle du capitalisme en profondeur et du modèle des échanges. Mais il y a une réponse simple. Euh, Quel âge il a aujourd'hui, Pascal Lamy? Et quel âge il aura en 2050? Il aura, je lui souhaite, 103 ans. C'est pas du tout la même Vous chose. êtes allé regarder sa fiche Ben oui. Wikipédia. Ça vous fait sourire, sauf qu'aujourd'hui, les dirigeants qui dirigent le monde, ceux qui gazent des jeunes, ceux qui considèrent qu'ils sont indécents, c'est pas ceux qui vivront les conséquences des choix politiques qu'ils font aujourd'hui. Donc Et vous c'est dites ça qu'il qui faut est changer de irresponsable. logiciel et Bien prendre sûr. le risque. Vous dites clairement prendre le risque d'une forme de marginalisation, c'est pas Mais grave parce que l'urgence écologique l'emporte. C'est ça l'idée. c'est faire le choix de sauver l'humanité sur une planète vivable. C'est quand même beaucoup plus important. En fait, ce qui nous a tués ces
150 dernières années, 200 dernières années, mais même encore plus ces 50 dernières années, c'est une espèce de vision court-termiste qui va d'ailleurs de pair avec un capitalisme financier qui exige des rentabilités à 6 mois, qui empêche même toute politique d'investissement durable, qui empêche toute politique de transformation de l'industrie automobile, par exemple. Quand on impose des résultats, qu'on regarde par les analyses financières des résultats à 6 mois, qu'est-ce que ça veut dire sur la transformation d'une industrie et les capacités d'investissement de cette industrie? Quand les actionnaires obligent à distribuer 80% des bénéfices des entreprises du CAC 40 et pas à utiliser cet argent à la fois vis-à-vis des salariés et aussi pour préparer la suite et l'investissement, en fait, on est sur une logique ultra court-termiste. Et c'est mon reproche profond à Pascal Lamy, outre le fait qu'il a objectivement menti quand il a dit cet accord permet au Brésil de ne pas déforester. Ça, c'est vraiment malhonnête. Parce qu'il parle de garanties dans l'accord. C'est faux. D'abord, c'est faux. Qui ne sont pas contraignantes. Si on est honnête, il a parlé de garanties. Quand on lit l'accord, effectivement, ces garanties ne sont pas contraignantes. Exactement. Il dit on va garder le Brésil dans l'accord de Paris. Mais il y est déjà dans l'accord de Paris. Et le problème de l'accord de Paris, c'est que sur les 196 pays qui l'ont signé, dont tous les pays européens, seulement 16 le respectent. En fait, vraiment, je pense qu'il faut atterrir sur une espèce de discours qui continue de rouler comme si on marchait au-dessus du vide. Vous savez, dans les dessins animés, c'est ça. Et donc, on dit libre-échange, puissance, etc., alors qu'on marche au-dessus du vide. Est-ce que vous saluez du coup la priorité désormais mise par le gouvernement sur l'urgence écologique et notamment l'acte 2 plus vert annoncé par Édouard Philippe au lendemain des européennes? En fait, je fais, comme toutes les ONG, le constat qu'on a salué un certain nombre de propos du président de la République. Main sur le cœur, de grands engagements, d'une déclaration sur Make Our Planet Great Again au milieu de la nuit, etc. Sauf qu'en fait, tous les actes sont contraires, voire contradictoires avec ces annonces. Donc en fait, vous voyez bien que c'est un piège. Oh oui, quasiment. Honnêtement, enfin, le journal Le Monde a publié un travail très exhaustif des décisions prises, pas des discours annoncés. Le Haut Conseil pour le climat, nommé par le président de la République lui-même, a fait un rapport extrêmement sévère en disant qu'on n'est pas dans les clous de l'accord de Paris et qu'en plus, on ne prend pas les bonnes décisions. Donc en fait, en matière d'écologie, vous n'avez pas d'autorité ni de puissance sur les océans si vous ne limitez pas les émissions de gaz à effet de serre. C'est simple. Un mot sur ce qui s'est passé ce week-end sur le pont de Sully qui a suscité un tollé viral sur les réseaux sociaux. Les militants écologistes délogés violemment par les forces de l'ordre avec des gaz lacrymogènes. Une enquête est ouverte. Christophe Castaner a demandé un rapport au préfet de police. Est-ce qu'il a bien fait de le demander? D'abord, c'était une journée spéciale. On a battu le record absolu de l'histoire de France, de toutes les températures, avec plus de 2 degrés que ce qu'on avait connu au mois d'août, alors qu'on était encore au mois de juin. Ce même jour était votée une loi climat qui, honnêtement, ne faisait aucune avancée significative pour s'engager dans la transition écologique. Et en même temps, on a gazé à 20 cm du visage des jeunes, parce que majoritairement, c'était des jeunes, qui, eux, ont décidé d'agir de façon beaucoup plus radicale en disant « l'urgence l'impose ». C'est tellement symbolique de ce qui nous arrive. C'est tellement à la fois rageant, mais ce que je veux dire, parce qu'on est dans un moment où on peut aussi désespérer, c'est qu'en fait, là où c'est encore plus agaçant, c'est que cette question du dérèglement climatique, c'est pas comme si on avait fait exploser 12 bombes atomiques. On a des solutions techniques, technologiques, cognitives. Il suffit du courage des dirigeants et de la volonté politique. L'ex-élu Europe Écologie Les Verts que vous êtes, salue-t-elle la percée de votre parti aux européennes et la stratégie de votre ex-parti et la stratégie défendue par Yannick Jadot de refuser l'union d'y aller seul? Est-ce qu'il n'a pas été validé par les urnes? Alors, l'ex, comme vous dites, est aujourd'hui la directrice générale d'une ONG qui est apartisane. C'est important, le mot apartisan, ça veut dire que mon débat n'est pas la question de savoir quel ou quel parti, mais quelle proposition. Et bien évidemment qu'aujourd'hui, ce que nous demandons, notamment dans le cadre du G7, parce que la France va présider le G7, c'est que ces dirigeants du monde prennent enfin leurs responsabilités. Ils seront jugés face à l'histoire. Yannick Jadot, quand il dit la gauche et la droite, ça ne m'intéresse pas, l'écologie est au-dessus, elle n'est ni de gauche ni de droite. Vous répondez Moi, quoi? ce que je sais, c'est que si on n'attaque pas simultanément la question de la transition écologique et la lutte contre les inégalités, c'est-à-dire le combat pour la justice sociale, en même temps, on aboutit à ce qu'on a vu sur la taxe carbone et les gilets jaunes. Donc c'est un combat commun. Pourquoi? Il ne le fait pas assez, Yannick Jadot, il ne le pense pas assez, les inégalités sociales? Les inégalités, elles sont beaucoup plus difficiles pour les plus pauvres. Le dérèglement climatique, il est beaucoup plus violent pour les plus pauvres, dont ils sont le moins responsables. Donc ça aggrave toutes les inégalités et aussi les inégalités femmes-hommes. Donc si on ne mène pas ce combat simultanément, en fait, on le perd.